Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui on va parler de l'actualité football de la semaine. Donc on va revenir sur les sélections qui ont été faites pour les équipes à la Coupe du Monde, donc surtout celle de l'Espagne par Luis de la Fuente, il y a de ça 4 jours. On va aussi revenir sur celle de l'Argentine qui vient d'être faite il n'y a pas si longtemps. J'ai vu l'info passer ce matin. Et il y a aussi d'autres équipes qui ont fait leur sélection. Je pense au Venezuela, au Maroc ou aux Pays-Bas, mais je vais pas revenir sur toutes les sélections. Je vais revenir surtout sur celle de l'Espagne et celle de l'Argentine, que j'estime faire partie des favoris pour la Coupe du Monde. Et en fin de vidéo, on parlera brièvement de la finale de Conference League qui a eu lieu mercredi entre Crystal Palace et le Rayo Vallecano. Donc voilà, hein, pour commencer, la sélection espagnole a fait sa liste pour la Coupe du Monde. Luis de la Fuente a fait ses choix. Est-ce qu'il y a une grosse surprise? Pas vraiment. Donc forcément, Fermin est blessé, donc il n'est pas dans la liste. Après, la plupart des joueurs, on s'y attendait à peu près. Beaucoup de gens sont étonnés de ne pas voir Hudson, du coup, le défenseur espagnol du Real, pas dans la liste. Mais après, j'ai envie de dire, au vu de la saison du Real Madrid, c'est pas si étonnant, surtout que ben on voit qu'il n'a pas non plus été si performant par rapport aux autres joueurs qui ont été appelés en sélection espagnole. Je vais en parler après, on va revenir point par point sur cette liste. Déjà, les gardiens de la liste de l'Espagne, ce qui est assez étonnant, c'est que pour moi, dans les trois gardiens, c'est le moins bon qui va jouer. C'est-à-dire que les trois gardiens, l'Espagne a la chance d'avoir trois très bons gardiens. Je pense que c'est Unai Simon qui va jouer. Je pense que c'est aussi dû au fait que Luis de la Fuente veut de l'expérience dans son équipe et va garder un Unai Simon au cash. Mais pour moi, David Raya ou Juan Garcia, c'est au-dessus. Après, on a toujours une différence entre le club et bah, forcément la sélection. Donc à voir si Unai Simon est meilleur que ce qu'il a en club. Mais dans tous les cas, ça reste trois excellents gardiens. Donc l'Espagne a cette chance-là. Ça me fait penser un peu à l'Allemagne, à une époque où il y avait Neuer, Ter Stegen, enfin il y avait tout plein de bons gardiens. Bah, c'est exactement pareil actuellement pour l'Espagne. Donc faut faire des choix. Et oui, de ce point de vue, il n'y a aucune surprise pour les gardiens. Niveau défenseur, aucune vraie surprise non plus. À gauche, on se doutait que Cucurella allait être appelé puisque Luis de la Fuente le fait jouer en titulaire depuis un petit moment. Donc à gauche, c'est Cucurella et Grimaldo en doublure. Pas de Baldé, mais j'ai envie de dire c'est pas si étonnant. Il n'a pas fait sa meilleure saison. C'est pas qu'il a fait une mauvaise saison, mais il a été blessé. Il n'a pas été si performant. Cancelo a longtemps pris sa place au Barça. Donc c'est pas si étonnant qu'il ne soit pas appelé. Donc une paire de défenseurs gauche assez intéressante, dans le sens où Cucurella est excellent en sélection espagnole et Grimaldo peut permettre de faire reposer Cucurella, pardon, lors du troisième match de phase de poule. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. Ensuite, la charnière centrale, Koubarsi, j'ai envie de dire, personne n'est étonné. Laporte, ça permet de rajouter un peu plus d'expérience. Poupil, je suis très content qu'il soit sélectionné parce qu'il a été excellent avec l'Atlético Madrid cette saison. Donc, je pense que c'est un très bon choix de la part de Luis de la Fuente. Avec Eric Garcia en charnière centrale. Alors, du coup, c'est peut-être là le débat. Est-ce que c'était mieux d'appeler Hudson ou Eric Garcia? Et c'est là où je me dis que, au vu de la saison du Real Madrid, Hudson n'a pas pu briller énormément. Forcément, le Real Madrid a des grosses lacunes défensives cette saison et il n'a pas forcément su les combler, donc c'est pas à son avantage forcément. Et Eric Garcia, lui, du côté du Barça, il a fait une très bonne saison, il a pas eu que du bon, mais bon, il est là, il est appelé. Je pense que il sera pas titulaire, évidemment, ça devra être probablement Koubarsi Laporte, la charnière centrale titulaire, mais c'est quand même bien qu'il soit là. Ce sera un très bon joueur de vestiaire aussi, je pense. Il a un assez bon leadership. Et ouais, c'est une charnière centrale que j'estime être la meilleure. Voilà, je dis, il y avait le doute avec Hudson, mais le problème d'Hudson, c'est que sa saison n'a pas été excellente. Et à droite, du coup, ce sera Marcos Llorente et Pedro Porro. Je sais pas du tout qui sera titulaire entre les deux. Parce que, du coup, Carvaral n'a pas été appelé. Enfin, il ne participera pas à la Coupe du Monde, forcément. Donc je me dis peut-être qu'on partirait sur un Marcos Llorente titulaire, peut-être plus dans un schéma de jeu de Luis de la Fuente, un petit peu plus offensif, un petit peu en tant que
que piston, mais qui peut se décaler milieu de terrain. Enfin, on verra bien comment il fait. En tout cas, la défense de l'Espagne qui peut paraître assez faible entre guillemets me paraît assez bonne, voire excellente. Donc à voir ce que ça va donner. En tout cas sur le dernier Euro, leur défense ça avait pas forcément eu de problème, pas trop de lacunes. Donc à voir ce que ça va donner. Et au milieu de terrain, bah le milieu de terrain de l'Espagne, ils sont à la hauteur de leur réputation, j'ai envie de dire. Pedri, Fabian, Sublimendi, Gavi, Rodri, Alex Baina et Merino, c'est un excellent milieu de terrain. Alors là, va falloir trouver de quoi faire un milieu de terrain titulaire. Je pense que ça va jouer en 4-3-3 hein, l'Espagne de toute façon. Donc à mon avis, ça sera peut-être plutôt quelque chose du genre Pedri, Rodri titulaire, c'est sûr. Mais en troisième milieu de terrain, je sais pas si ça sera Subimendi ou Fabian. Je pense que j'aurais mis Fabian dans un style de jeu, un petit peu un 4-3-3 défensif, on va dire, avec Rodri en 6 et les 2-8, Pedri à droite et Fabian à gauche. Je pense que ça marcherait plutôt bien. Et c'est probablement ce que Luis de la Fuente va faire, à voir, parce qu'il y a beaucoup de qualité au milieu de terrain. Zubimendi est excellent. Gavi revient bien avec le Barça, même s'il a été blessé longtemps. Alex Baina, je suis pas non plus, c'est pas non plus un milieu de terrain que j'apprécie énormément, mais bon, il faut reconnaître qu'il est quand même assez bon du côté de l'Atlético Madrid. À voir, je pense pas qu'il va jouer milieu de terrain pur. Et Merino, il est toujours bon, donc il n'y a pas de problème là-dessus. La qualité du milieu de terrain espagnol est assez impressionnante. Donc à voir comment Luis de la Fuente va aligner tout ça. Ça va clairement être le point fort de l'Espagne sur cette Coupe du Monde. Surtout que un milieu de terrain dans le football moderne, j'ai envie de dire que c'est presque le plus important. C'est par là que tout coulisse. Et quand on a autant de qualité au milieu de terrain, c'est ça qui fait la force. Surtout que quand on voit les autres favoris, France, Argentine, je dirais, et la France et l'Argentine n'ont pas autant de qualité au milieu de terrain. C'est même, je pense, un peu le défaut de ces sélections-là. Là où l'Espagne, toute sa qualité quasiment au milieu de terrain. Donc il y a aussi le Portugal qui a une très belle qualité au milieu de terrain avec Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, tous ces joueurs-là. Donc ça va être une belle bataille de milieu de terrain s'il y a un match entre ces deux sélections. Mais l'avantage de l'Espagne, c'est que c'est une globalité, c'est-à-dire qu'ils ont un excellent milieu de terrain, mais ils ont une excellente équipe globalement. Ils ont des excellents joueurs à tous les postes et ils ont un excellent collectif. Donc c'est ce qui fait pour moi de l'Espagne l'équipe favorite à la Coupe du Monde. Je ne sais pas encore entre l'Espagne et la France qui est l'équipe favorite, mais je mets peut-être une pièce sur l'Espagne. Euh, et ouais, du coup, l'attaque de l'Espagne. Ce qui est étonnant dans l'attaque de l'Espagne, c'est que Luis de la Fuente a mis Dani Olmo en tant qu'attaquant. Donc je sais pas s'il a pour projet de faire jouer Dani Olmo en tant que faux numéro 9, ce qui serait pas impossible. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que limite depuis Fernando Torres, il n'y a pas eu de buteur star en Espagne. On va pas parler de Morata. Morata, c'est pas un buteur star non plus. Donc ouais, je sais pas, ça marche en tout cas au dernier Euro, ça a très bien marché. C'est surtout jouer sur les joueurs de couloir et le milieu de terrain, donc ça sera probablement du Oyarzabal en numéro 9. Peut-être pas faux numéro 9 non plus, je pense qu'il jouera numéro 9 avec Lamine Yamal à droite et Nico Williams à gauche. Donc franchement sur le papier l'attaque de l'Espagne fait pas aussi peur que celle de la France. Mais je pense que ça joue beaucoup mieux ensemble et ça coulisse beaucoup mieux. De toute façon, on l'a vu au dernier Euro hein, contre la France ou même en Ligue des Nations, le France-Espagne, ça marche très très bien l'attaque de l'Espagne. Même si sur le papier on a l'impression que c'est plus mauvais, c'est plus en dessous que d'autres sélections, c'est quand même une sacrée qualité d'attaque. Après on a quand même Jérémy Pino qui est pas mauvais du tout. On a Ferran Torres, Borja Iglesias. Je suis assez étonné de le voir par contre Borja Iglesias, mais il est là. Et Victor Munoz, pareil, je suis assez étonné de le voir, mais après j'ai envie de dire qu'en attaque pour l'Espagne, il n'y a pas énormément de choix. On a une attaque titulaire qui est assez visible, c'est-à-dire Lamine Yamal, Oyarzabal et Nico Williams. Mais après, sur le banc des remplaçants, je trouve pas que la qualité soit autant au niveau. Après, Ferran Torres pourra rentrer en tant qu'attaquant, il est plutôt très bon, je trouve, dans son poste de numéro 9. Donc peut-être même qu'il s'imposera titulaire, ça c'est pas sûr. Mais à voir ce que ça va donner. Et excellente sélection. Une sélection pour gagner le mondial, ça c'est sûr.
Une excellente défense, un excellent milieu, une excellente attaque. En fait, c'est une équipe qui se complète tellement bien, qui va coulisser tellement bien ensemble, qui va jouer tellement bien collectif que je les vois pas perdre tôt dans la compétition. Je pense qu'ils iront minimum demi-finale. Bah, pour moi, je les vois gagnants, mais ça va dépendre de plein de facteurs. Ça va dépendre de contre qui ils tombent, s'ils tombent contre la France tôt ou quoi. Il peut toujours y avoir des surprises, mais je les vois aller très loin, l'Espagne. Donc à voir ce que ça va donner, s'il y aura des outsiders, s'il y aura des surprises dans cette Coupe du Monde. Je pense que l'Espagne ne sera pas une déception, ça c'est quasiment sûr. Et ouais, la Yamal qui reviendra au troisième match, on va voir ce que ça va donner. Maintenant, on va revenir rapidement sur la sélection de l'Argentine. Alors, quand on voit la sélection comme ça, quand on voit la liste, on se dit que ça va être un petit peu comme l'Espagne, ça va probablement jouer dans un style de 4-3-3. Je sais plus comment ils avaient joué, dans quel dispositif ils avaient joué pour la Coupe du Monde 2022. Je me demande si c'était pas un 4-4-2 ou un style du genre. Mais en tout cas, ça pourrait être un 4-3-3. On va voir comment ça va jouer. En tout cas, c'est une très belle liste également. Une belle qualité de gardien, même si du coup le gardien sera probablement encore une fois Emiliano Martinez en tant que titulaire. Mais on a Musso, on a Rulli, on a une bonne qualité au niveau des gardiens. Défensivement, alors pour moi c'était le point faible de l'Argentine, la défense. Mais quand je vois la liste sous les yeux, je me dis que c'est pas si déconnant. Et ouais, on peut faire une charnière centrale Romero-Lisandro Martinez. C'est une défense centrale qui se tient. En plus, il y a Otamendi qui a été sélectionné qui va rajouter, on va dire, cette expérience au groupe. Donc ouais, ça me paraît être une assez bonne défense finalement, avec probablement Tagliafico à gauche et Molina à droite. Quand on voit cette équipe de l'Argentine, j'ai envie de dire que l'Argentine fait encore partie des favoris pour la Coupe du Monde et ça peut faire peur à la France et l'Espagne qui étaient vus comme les favoris assez largement, assez logiques de cette Coupe du Monde. Et c'est pareil, même le milieu de terrain est pas si déconnant. Après, comme je le dis, je trouve que le milieu de l'Espagne est tellement au-dessus des autres sélections. Mais par exemple, si on compare avec le milieu de terrain de la France, le milieu de terrain de l'Argentine me paraît supérieur. Donc je ne sais pas qui va jouer au milieu de terrain pour l'Espagne en tant que titulaire. En tout cas, il y a deux pôles qui restent excellents. Lo Celso, alors Valentin Barco, je ne sais pas pourquoi. Il est mis en tant que milieu de terrain, peut-être pour jouer piston, dans le sens où il va peut-être jouer plutôt milieu gauche. Donc est-ce que ça présage un 4-4-2 comme en 2022 pour l'Argentine? Peut-être. Paredes qui est toujours là, Palacios, McAllister, Enzo Fernandez, une bonne qualité de milieu de terrain. Peut-être que ça va jouer comme ça, ouais, avec un Barco à gauche, ensuite un McAllister. McAllister est quasiment assuré d'être titulaire dans cette sélection. Je mettrais peut-être Enzo Fernandez titulaire, qui est un excellent milieu de terrain, peut-être pas assez utilisé par la sélection de l'Argentine. On va voir ce que ça va donner. Et puis en attaque, on a une sacrée qualité. Julian Alvarez, évidemment. Je pense que c'est le point fort de cette attaque, évidemment, si on enlève Lionel Messi de l'Argentine. Lionel Messi et Julian Alvarez qui seront forcément titulaires en attaque. C'est une sacrée paire offensif. Avec Lautaro Martinez. Du coup, je ne sais pas comment on va s'organiser du côté de l'Argentine pour faire jouer tous ces joueurs-là. Donc, comme je le dis, je ne sais pas si c'est un 4-4-2 qui va être mis en place ou un 4-3-3. Je pense qu'on s'oriente plus vers un 4-4-2. Messi sera forcément titulaire quoi qu'il arrive. Après, il faudra faire un choix entre Julian Alvarez et Lautaro Martinez si c'est le cas. Mais bon, je pense que le choix est assez vite vu en mettant Julian Alvarez titulaire. Mais en tout cas, Lautaro Martinez sur le banc, c'est quand même un remplaçant de qualité. Giuliano Simeone qui a été appelé. Donc voilà, il pourra peut-être jouer à droite sur un 4-4-2. Thiago Almada, excellent. Nico Paz. Alors Nico Paz, je suis assez étonné qu'il soit sélectionné, mais en soi, c'est pas non plus une surprise énorme. Je pense pas qu'il y avait 10 milliards d'autres choix possibles. Donc ouais, une sacrée équipe pour l'Argentine, une équipe qui pourra perturber beaucoup de sélections. Je les vois vraiment troisième favori en fait l'Argentine parce que je sais pas qui mettre entre l'Espagne et la France en favori ultime. Mais l'Argentine, je les vois très très proches de ces équipes, surtout qu'ils ont gagné la dernière Coupe du Monde, ils sont préparés. Ils n'ont pas cette pression dans le sens où la plupart des joueurs qui sont dans cette sélection ont gagné la dernière Coupe du Monde. Donc ouais, c'est une équipe qui peut faire le back-to-back et gagner une deuxième Coupe du Monde dans la foulée. Et
en avoir 4 en tout pour la sélection de l'Argentine. Donc à voir ce que ça va donner. Très belle sélection. J'ai l'impression que la sélection est plus qualitative, disons, qu'il y a 4 ans. Donc à voir ce que ça va donner. Ça va être une sacrée Coupe du Monde. Très belle sélection. Maintenant, on va revenir rapidement sur cette finale de Conference League qui a eu lieu mercredi soir à Leipzig, si je ne dis pas de bêtises, du coup entre Crystal Palace et le Rayo Vallecano. C'était pas un match exceptionnel non plus, hein, il s'est pas passé grand-chose. 1-0 pour Crystal Palace avec un but de Jean-Philippe Mateta à la 51e minute. De ce que je peux en dire, c'est que le Rayo Vallecano a poussé jusqu'au bout. C'était assez beau à voir. Le Rayo Vallecano a failli obtenir son égalisation. Mais dans la globalité, Crystal Palace a quand même dominé une grande partie du match, même si le Rayo a dominé sur la fin du match. On sentait que Crystal Palace relâchait un petit peu les chevaux, j'ai envie de dire. En tout cas, un but assez chanceux entre guillemets de Jean-Philippe Mateta, mais un but de vrai numéro 9 dans le sens où il était là au bon moment, il était là en renard des surfaces, il a planté son but. Ça le met en confiance avant la Coupe du Monde. Et aussi l'avantage c'est qu'au moins il est sorti un peu avant la fin du match, donc il n'est pas blessé pour la Coupe du Monde. Il sera bien là. Et là je me dis que c'est un beau message pour Didier Deschamps dans le sens où il montre que lui aussi il peut avoir sa place en tant que numéro 9 en équipe de France. Alors évidemment je pense que le numéro 9, je sais pas ce que Didier Deschamps va faire. Peut-être qu'il va mettre Mbappé, mais il devrait mettre Dembélé. On verra ce qu'il fait. Mais ouais, il montre que c'est un excellent remplaçant en tant que numéro 9 et surtout pour l'avenir de l'équipe de France. Ça va être son moment à lui de prouver cette Coupe du Monde, un peu comme Colomboigny l'avait fait en 2022. Donc peut-être que Mateta va le faire là en 2026. Et ouais, c'est excellent match de Crystal Palace, hein, qui obtient sa Conference League. Je crois que c'est leur troisième trophée en 3 saisons. Donc quand on voit la concurrence qu'il y a en PL, c'est assez beau à voir une équipe comme Crystal Palace qui arrive à gagner des trophées quand même. Donc ouais, Crystal Palace c'est une équipe qui joue bien malgré le fait qu'ils se sont fait dépouiller entre guillemets, qu'ils se sont fait prendre Eberechi Eze et Michael Olise. Ils continuent à être performants. Donc franchement bravo à eux. Le Rayo Vallecano n'a pas démérité non plus. Je crois que c'est le septième plus petit budget de Liga. Donc c'est quand même très honorable à eux d'être arrivés jusque-là. Franchement, très bonne finale. Ça fait 9 clubs anglais qualifiés pour une Coupe d'Europe la saison prochaine. C'est assez impressionnant. Bravo à Jean-Philippe Mateta et on verra ce qu'il va donner à la Coupe du Monde.